Bonjour, bonjour. On va profiter du fait que nous sommes tous confinés, enfin pas tous, parce que vous allez le voir, pour analyser les différentes mesures en Amérique latine qui se prennent face à la pandémie de Covid-19. Une même pandémie mondiale, différentes réponses gouvernementales. Pour ça, nous sommes avec Eduardo Meneses, activiste social en direct depuis Quito, Équateur. Eduardo, comment ça va? Salut Romain, comment tu vas? Nous sommes avec Benjamin Fernandez, enseignant journaliste, en direct depuis le Mexique. Benjamin, comment ça va? Salut Romain, ça va très bien. Et avec Marco Teruggi, journaliste, en direct depuis Caracas, Venezuela. Marco, est-ce que tu vas bien? Parfaitement bien. Bon, ça c'est déjà un premier point. Visiblement, on n'a pas le coronavirus et en plus, comme c'est par Skype, on ne risque pas de se le transmettre. Alors, je vais commencer par Eduardo parce que j'ai vu que l'Équateur est le pays d'Amérique latine le plus proportionnellement touché par la pandémie du Covid-19. Eduardo, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les mesures prises par le gouvernement de Lénine Moreno et est-ce que la population se sent protégée? Oui Romain, d'ailleurs, avant de commencer sur cette analyse-là, j'aimerais commenter rapidement les chiffres desquels on parle quand on parle de la situation en Équateur, parce que déjà les chiffres, ils disent beaucoup de choses. En Équateur, on a pour le moment plus de 1400 cas positifs de Covid, parmi lesquels on a déjà 34 personnes qui sont mortes et il n'y a que 3 personnes qui ont été récupérées. Ces derniers chiffres de 3 personnes qui ont récupéré du virus, ça dit déjà quelque chose sur le système de santé. Quand on le compare à d'autres pays, comment se fait la récupération proportionnelle, c'est quelque chose qui est très fort de voir qu'il n'y a que 3 personnes qui sont considérées comme récupérées jusqu'à maintenant. Et ça, ce chiffre-là, il fait référence à ce qui est en train de se passer dans le pays. La journée d'hier, il y a tout un groupe de médecins qui vient officiellement de demander à l'État de renforcer la politique, la politique publique en termes de santé. Ça fait en réponse aux dernières mesures ou aux dernières annonces qu'a fait le gouvernement suite à une renonce de la ministre de Santé. La ministre de Santé en Équateur, quand elle renonce, elle dit clairement que sa renonce, en plein milieu de la crise, vous savez la difficulté qui est de prendre une décision de telle ampleur, en plein milieu d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre, elle a dit clairement, c'est parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas le budget nécessaire pour affronter la crise. Le gouvernement, face à ça, a fait toute une série d'annonces qui ne veulent pas dire grand-chose. Entre elles, elle a dit qu'on n'avait pas de problème, qu'on a 120 millions de dollars pour affronter la crise, ce qui est risible quand on voit que la même journée, on était en train de payer 324 millions de dollars en dette au FMI, par exemple. Les médecins, ils sont en crise. Ça, c'est la première chose. Les médecins, ils sont en train de dire, on n'a pas les moyens. Il y a les moyens minimums qui sont donnés aux personnes qui sont en première ligne, les personnes qui sont dans les urgences, qui sont en train de traiter les patients qui sont déjà confirmés de Covid. Mais tout le reste du système de santé n'a pas ces mesures-là, n'a pas le matériel suffisant pour se protéger, n'a pas les moyens pour se protéger. Le budget n'a pas été, depuis décembre, n'a pas été augmenté en matière de santé face à cette crise-là. Donc ça montre pourquoi l'Équateur aujourd'hui est dans la situation dans laquelle on est. Et on pourra revenir après, si vous voulez, sur l'héritage qui vient de la politique publique du gouvernement, qui est une politique totalement néolibérale de démantèlement du service public depuis l'élection de Moreno. Donc ça, c'est un héritage qu'on traîne depuis plusieurs années. Alors, Eduardo, je continue avec toi encore un peu. Vous êtes en confinement, comment ça se passe? Est-ce que le gouvernement donne les moyens de ce confinement à la population? Alors là, on a traité, on va dire, la première partie qui est la face à la crise sanitaire. La crise économique et la crise en termes de droits économiques et droits sociaux, elle est encore plus profonde en Équateur. En Équateur, on a 60% de la population qui travaille de façon informelle, sans un contrat, sans nécessairement être dans la sécurité sociale, qui vit le jour. C'est-à-dire, c'est des personnes qui s'y travaillent pas un jour et n'ont pas nécessairement de quoi se nourrir pendant la semaine. Face à ça, il n'y a aucune mesure de protection structurelle qui a été donnée par le gouvernement. Je sais que dans d'autres pays, par exemple dans le Venezuela, on en a parlé de geler les loyers, par exemple, de ne pas payer les loyers, de choses de ce type-là. En Équateur, il n'y a aucune mesure de ce type-là qui a été prise.
même les mesures qui ont été annoncées en termes de protection de l'autre 40% des personnes qui ont un emploi formel avec un contrat, il y a eu quelques mesures annoncées de freiner la possibilité de licenciement, par exemple. Il n'y a eu aucun décret concret qui a été donné. Ça a été juste une annonce faite à la télé sans aucune mesure concrète. On ne sait pas exactement ce que ça voulait dire, cette annonce-là. Donc, en ce moment même, on voit des licenciements se faire, on voit des abus aux droits des travailleurs qui sont en train de se mettre en place. Donc, on est dans une situation très critique face à la population la plus des millions d'Équateur. Oui, j'ai vu aussi qu'il y avait eu des pillages à Quito. On en a vu aussi, il y a eu des pillages aussi en Colombie. Donc, les citoyens qui ont pillé des réserves alimentaires ou des magasins. Bon, Eduardo, je te remercie. Alors, on passe à une situation complètement différente. Benjamin, alors au Mexique, quelle est la réponse? Est-ce qu'il y a un confinement au Mexique déjà? Mais il n'y a pas de confinement officiel au Mexique, en tout cas de la part du gouvernement fédéral. Certains gouverneurs ou certains maires de la ville, notamment la maire Claudia Sheinbaum de la ville de Mexico, a pris l'initiative de demander la fermeture des lieux publics, mais pour l'instant, on n'est pas du tout en confinement. C'est plutôt le contraire. Le gouvernement fédéral multiplie les messages à surtout continuer de vivre normalement. Le président Andrés Manuel López Obrador, lui, continue à prendre des bains de foule, demande à ne pas céder à la paranoïa, etc. Évidemment, tous les éléments d'une tragédie sont en train de se mettre en place, puisque le président tarde à annoncer des mesures drastiques, comme il y a dans les autres pays, pour préserver le plus longtemps possible l'économie, l'économie de sa transition, la transition qu'il veut, la transition de la 4T, la quatrième grande transformation du pays, mais aussi pour les mesures d'économie qui vont fortement toucher les millions de personnes qui vivent dans l'économie informelle. Donc c'est paralysé par ce dilemme. Le gouvernement hésite le plus longtemps possible à annoncer ces mesures. Et en plus, on pourrait dire que le Mexique a fort affaire avec la migration de ses propres citoyens, alors illégales, vers les États-Unis. Donc, on peut penser d'aller-retour à travers cette frontière. Et puis, la migration qui vient des pays du Sud, enfin, qui vient, pardon, des pays d'Amérique centrale et qui pourrait venir charger du virus Covid-29. Comment le gouvernement réagit par rapport à ça? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine passivité ou qu'est-ce que tu penses de la politique mise en place par AMLO? Pour l'instant, il y a une paralysie qui est liée au dilemme que je viens de présenter. Même le gouvernement lui-même est partagé entre prendre des mesures le plus rapidement possible pour préserver ces gens-là. Tu l'as dit, il y a des gens extrêmement vulnérables au Mexique, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, une partie de la population qui vit dans le secteur informel. On parle de 60% des gens qui vivent dans l'économie informelle, qui vont être les premiers à payer le prix d'un confinement ou de mesures drastiques en tout cas de paralysie de l'économie. Il y a aussi les migrants dont tu as parlé, les migrants qui sont sur les routes, qui sont en train soit sur les routes du pays pour aller vers le nord, soit qui sont bloqués aux frontières du Guatemala ou à la frontière pour les États-Unis. Mais il y a aussi la population carcérale. Il y a aussi une population extrêmement vulnérable, des gens qui sont malades au Mexique. On sait que c'est le pays, parmi les pays qui souffrent le plus d'obésité, d'hypertension, de diabète. Premier pays pour le diabète, premier pays pour l'obésité infantile. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement à risque. Et donc, la tragédie dont je parlais, c'est qu'en voulant protéger ces populations vulnérables, on peut se douter qu'elles seront de toute façon frappées qu'elles seront frappées de plein fouet, et que plus on attend, plus le coût humain sera élevé. Ok. Et au niveau sanitaire, est-ce qu'il y a des distributions de masques? Est-ce que les hôpitaux sont prêts à affronter une possible crise ou de l'expansion de la pandémie? Le gouvernement le dit, d'ailleurs, il parle de confier à l'armée les 5 plus grands hôpitaux du pays. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à maintenant, il y a un problème, il y a une grande inquiétude quant aux méthodes de dépistage. Il y a un très faible taux de dépistage. Je donne les chiffres. Aujourd'hui, le gouvernement compte officiellement 7 morts, 460
cas positifs, 1656 cas suspects encore. En tout cas, moins de 5000 tests qui ont été opérés dans le pays. Donc, il y a une grande inquiétude qui demande pourquoi est-ce qu'il y a un si faible taux de dépistage. Le gouvernement répond qu'il a un dispositif extrêmement efficace qui s'appelle le dispositif Sentinelle, qui existait déjà auparavant pour repérer d'éventuelles épidémies de grippe, etc. Donc, ce sont des centres, 400 centres qui sont répartis dans le pays, qui font des tests aléatoires. Mais les tests aléatoires, bien sûr, ce sont des outils statistiques, ce ne sont pas des outils de recensement ou de comptage. Donc, beaucoup de gens craignent que la réalité soit en réalité bien plus avancée du virus que ce qui est annoncé. Ok, ben, merci pour le panorama. Donc au Mexique, on rappelle, Mexique qui compte 120 millions d'habitants, si je me trompe, non? 120 millions. Voilà, 120 millions pour mettre en rapport avec les chiffres que tu nous donnais. On va aller à Caracas maintenant. Marco, est-ce que tu peux nous faire un panorama des mesures prises par le gouvernement bolivarien de Nicolás Maduro? Oui, ici au Venezuela, le gouvernement a été, je crois, le premier en toute l'Amérique latine à prendre la mesure de confinement obligatoire dès le début de la crise. Tout d'abord, ça a commencé par la fermeture des frontières avec la Colombie et le Brésil. Ensuite, la quarantaine de certaines villes. Et finalement, ce qu'il a décrété comme la quarantaine totale qui a commencé il y a maintenant plus de 10 jours approximativement. Donc, on peut dire que ça a été la réponse la plus rapide et agressive face à la menace du coronavirus, qui a donné en termes de chiffres pour le moment des résultats qui sont, si on le compare par rapport au reste de l'Amérique latine, assez positifs. Il y a 107 cas de coronavirus. Hier, Maduro a annoncé qu'il y a une personne qui est morte et il y a 2125 cas qui doivent être étudiés en urgence. Et en plus du confinement obligatoire, très vite a été mis en place un système de visite des médecins, ce qu'on appelle le casa por casa, maison par maison, en activant un système de données où chaque personne dans un système informatique dit si elle a des symptômes par rapport au fait de pouvoir avoir du coronavirus. Donc, l'État centralise cette information et envoie des médecins dans tous les endroits pour faire les tests de dépistage. Donc, entre les deux choses, le confinement plus la politique d'aller voir les gens pour voir s'ils ont les symptômes effectivement et commencer à s'occuper, a donné comme résultat que pour l'instant, les chiffres ne sont pas si alarmants. C'est tôt encore pour avoir un résultat définitif. Beaucoup d'analyses disent qu'on est dans la période où on va voir et justement, il y a le risque de ce que l'augmentation arrive plus tard. Mais pour le moment, je pense que les mesures ont été prises et ça a donné des résultats effectifs. Marco, est-ce que tu peux nous mentionner aussi les mesures qui ont été prises pour donner à la population les moyens de se confiner, les mesures sociales et économiques décrétées par le gouvernement de Nicolás Maduro? Oui, il y a plusieurs mesures. Je pense que la caractéristique du Venezuela, c'est que, étant donné que ça fait plusieurs années que le pays fait face à des situations très difficiles, notamment, disons, des actions qu'on peut qualifier de l'ordre d'agression, il y a toute une logique de réponse collective qui fait partie de ce qu'on a appris à faire pendant ces années. Donc, par exemple, il y a tout un mécanisme de distribution d'aliments qui s'appelle les comités locaux pour justement faire en sorte que les aliments subsidiés, qui sont à un prix beaucoup plus économique que dans le commerce, arrivent de façon directe à toutes les pas à toutes les familles, à une grande partie des familles des secteurs les plus nécessités. Donc, ce genre d'exercice d'organisation populaire articulé avec l'État permet que face à cette situation, il y ait par exemple la possibilité d'avoir une réponse par rapport à une des questions centrales qui est comment faire pour garantir, par exemple, l'alimentation dans une situation aussi critique dans un pays comme le Venezuela qui a une situation économique difficile. Donc ça fait partie d'un des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement. Oui, alors je rappelle aussi que le gouvernement donc, a gelé les loyers des particuliers, a gelé les emprunts faits aussi par les particuliers, a massifié les bons d'ajustement salariaux pour que les gens reçoivent de l'argent malgré le fait
qu'ils ne vont pas au travail. Et puis, il a interdit les licenciements pendant 6 mois. C'est des mesures, je crois, importantes de rappeler au Venezuela parce que je crois qu'elles sont inédites dans le monde. Marco, toi, tu as eu la chance d'avoir une attestation ou une dérogation de journaliste. Tu t'es déplacé avec les membres du comité de santé et des médecins dans une commune socialiste, c'est-à-dire ces espaces territoriaux gérés directement de manière participative par la population. Comment était l'ambiance dans la rue, dans les quartiers populaires? Déjà, une première conclusion que je pense que toute personne qui vit un confinement a pu le voir, c'est très difficile de freiner une ville, non? Surtout une ville comme une ville en Amérique latine où il y a beaucoup d'informalité, beaucoup de gens qui, comme disait Eduardo, vivent le jour et donc sont obligés de sortir dans la rue pour voir comment arriver à trouver de l'argent suffisant pour pouvoir manger tous les jours. Donc, arrêter une ville est très difficile. D'ailleurs, ici à Caracas, le transport public est toujours en marche. Il y a très peu de systèmes, mais il y en a encore. Disons, si on pouvait donner un chiffre, on dirait que 80% de la ville est effectivement paralysée, mais il y a un 20% qui va toujours être en fonctionnement pour diverses raisons. Ça, dans le centre de la ville. Et on le voit très clairement, par exemple, les supermarchés sont encore ouverts, on peut prendre le métro, même s'il y en a beaucoup moins. Dans les quartiers, beaucoup de gens restent chez eux et il y a cette dynamique d'organisation où, disons que la même communauté qui a l'habitude de s'organiser par rapport, par exemple, dans un système de communes, face à la crise du coronavirus, décide de mettre en place toute cette organisation justement pour s'occuper de ses voisins, de tous les habitants du quartier. Donc ça donne une réponse collective et sur ça se combine avec la réponse de l'État qui est la réponse de justement mettre en place les structures de santé qu'il y a dans les quartiers, comme le Barrio Adentro ou le centre du diagnostic intégral où il y a des médecins cubains et vénézuéliens pour justement travailler de la main avec la communauté et aller maison par maison pour voir comment leur expliquer parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incertidumbre par rapport à qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en permanence, il y a ce travail qui est très important parce que les gens peuvent rester chez eux, ne sont pas obligés de sortir voir un médecin s'ils ont un problème ou directement ont une réponse communautaire. Et je pense que ça fait partie justement de tout ce travail qui a été réalisé pendant des années au Venezuela. Super, on va revenir avec toi, on va revenir avec Eduardo Benjamin, juste en un temps assez court. Qu'est-ce qui va se passer le jour d'après, le jour où la pandémie sera vaincue? Est-ce que tu penses, Eduardo, qu'à Quito, en Équateur, en général, il y a une prise de conscience politique qui est en train de se faire en ce moment? Comment le jour d'après s'éveillera-t-il pour les Équatoriens? Bon, on va dire que d'un point de vue de mesurer la tension sociale, c'est un peu difficile en ce moment parce qu'on a très peu de canaux de communication autres que les médias de masse, que comme tu le sais, ils sont bien du côté du pouvoir. C'est difficile de savoir quels sont en ce moment les sentiments des gens. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que les mesures et la façon dont la crise est affrontée par le gouvernement est totalement et va à l'encontre de tous les intérêts populaires. Quand on voit un peu ce qui s'est passé cette semaine, quand je te racontais un tout petit peu rapidement, donc on rentrer dans le détail de ce qui s'est passé avec le paiement de la dette au Fonds monétaire international, c'est quelque chose qui est totalement absurde. Si on mesure un peu ce qui s'est passé en Amérique latine, en même temps qu'en Argentine, le président de l'Argentine était en train de dire au Fonds monétaire international, je suis désolé, on ne va pas payer un seul peso pendant les 5 prochaines années parce qu'on est dans une crise qui n'est pas seulement sanitaire mais qui est aussi économique et on aura besoin de cet argent-là pour faire que l'économie du pays redémarre. En même temps, l'Équateur était en train de payer pour la deuxième fois dans toute son histoire un montant de la dette exactement autant demandé. C'est-à-dire l'Équateur avait toujours été en retard. Donc, il n'y a eu qu'une fois dans l'histoire de l'Équateur on avait payé dans les temps. Et ceci s'est fait dans un jeu de spéculation financière particulièrement morbide. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Assemblée nationale qui avait demandé officiellement au président
et au gouvernement de ne pas payer la dette, de faire un moratoire sur le paiement de la dette. On peut dire que c'est des bonnes intentions, mais il y a aussi quelques intentions un peu perverses derrière. Pourquoi? Je l'explique rapidement. Au moment où l'Assemblée nationale fait cette annonce-là, la valeur des bons de la dette de l'Équateur se sont effondrés, évidemment, dans le marché spéculatif financier. Ce qui a fait que toutes les personnes qui avaient un lien privilégié avec le gouvernement et qui avaient la certitude que le gouvernement allait de toute façon payer après cette demande faite par l'Assemblée nationale, ont profité pour en acheter beaucoup de ces bons de la dette équatorien à un prix dérisoire. Le lendemain, le gouvernement annonce qu'il va payer. Évidemment, le bon qui est fait dans le prix de ces titres de la dette équatorienne a explosé et les personnes qui ont investi dans cette spéculation financière ont gagné 4 fois le capital. Tout ça se fait dans un jeu de spéculation financière de quelques personnes liées à l'esphère financière, mais aussi liées au pouvoir, parce qu'il y avait de l'information privilégiée derrière, et qui donne comme résultat une annonce du gouvernement qui dit on ne va pas seulement payer ces 324 millions de dollars dans le temps et comme il le faut, mais dans tout ce mois, on va payer les 1200 millions de dollars qui doit être payé. Totalement à l'encontre de ce qui a été annoncé de l'Argentine. L'effet de ceci, c'est qu'on va payer 10 fois plus que le budget qui est attribué en ce moment de crise pour la santé publique en termes de dette, alors que d'autres pays ont décidé de ne plus payer, et que d'ailleurs le Fonds monétaire international est en train de dire qu'en avril, à sa réunion annuelle, va demander aux pays d'arrêter de faire payer leurs dettes à un certain nombre de pays, parmi lesquels se trouve l'Équateur. Donc, non seulement l'Équateur est en train d'aller à l'encontre des intérêts populaires, il est en train d'aller encore plus loin que le Fonds monétaire international, et même les marchés financiers qui devaient soi-disant réagir d'une bonne façon à cette bonne foi de l'Équateur, ont encore plus augmenté la note de danger, de risque de l'Équateur. Aujourd'hui, le risque de l'Équateur se situe au-dessus de celui de l'Argentine, par exemple, qui a décidé de ne pas payer. Donc ça n'a marché en aucun cas. Les gens sont en train de voir ce type de manœuvre-là, et de plus en plus, on a accès à des informations comme quoi les hôpitaux ne suffisent pas, comme quoi il y a des gens, en ce moment, il y a des dizaines de personnes qui sont mortes dans leur maison à Guayaquil, et le ministère de la Santé n'est même pas allé chercher les cadavres. Donc on est dans une situation critique, alors que d'autres jouent à la spéculation financière sur ces morts-là. Donc on peut s'attendre à une réaction. Pendant la pandémie, la spéculation continue, et évidemment, ça sera de l'argent qui manquera pour pouvoir répondre à la crise sanitaire et puis certainement à la crise économique qui s'en suivra. Benjamin, est-ce qu'on a au Mexique des indications de ce qui pourrait être le futur très proche ou pas du tout? Ce qui est aussi une réponse d'ailleurs. C'est très compliqué à imaginer ou à spéculer. Hein. On espère déjà que le coût humain sera limité. Ce qu'on sait, c'est que la situation économique sera extrêmement difficile. Déjà, on parle de très très longue période. Hein. L'Organisation panaméricaine de la santé nous prévient que jusqu'à au moins le août, que la crise durerait jusqu'à août, qui sera le pic de la maladie pour redescendre. La situation économique sera très difficile puisque l'économie mexicaine, qui est déjà en pleine stagnation, sera forcément en récession, puisque le gouvernement, qui est un gouvernement populaire de transition, c'est un peu la dernière chance du Mexique, a misé sur son pétrole pour financer cette transition. Et là, les coûts du pétrole se sont effondrés. Donc, à moins que le gouvernement fasse ce qu'il a refusé de faire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire mettre à contribution le secteur privé et la classe ultra riche du Mexique, on ne sait pas où est-ce qu'il va chercher, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour remettre à flot cette économie pour une transition populaire. En tout cas, ce qui sera absolument nécessaire, c'est un système universel de santé, de protection sociale qui n'existe pas aujourd'hui au Mexique. Ce sera une mesure de toute façon incontournable, je pense, pour tous les pays d'Amérique latine et même du monde entier. Sinon, de toute façon, le projet populaire risque d'être fortement affecté. Voilà, on espère qu'il y aura des réformes d'autant plus fermes à la suite de cette période de pandémie. Marco, à Caracas, au Venezuela, alors comme si ça ne suffisait pas la pandémie de Covid-19, les États-Unis, leurs alliés, Juan Guaido, entendent profiter de la gestion de crise pour essayer de renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. On a vu hier que
les États-Unis ont mis à prix la tête du président et de certains hauts dignitaires de l'État. Il y a eu des camps militaires de démanteler, ou pas de démanteler, mais en tout cas des saisies d'armes en Colombie, où on a vu des camps de mercenaires qui s'apprêtaient à entrer au Venezuela. À quelle menace? Et puis, j'oublie aussi, très important, de signaler la pression des États-Unis pour faire du Venezuela, malgré les mesures prises que nous a dit Marco, l'épicentre de la pandémie régionale. Marco, à quoi s'affronte le Venezuela en plus de la crise, et comment cette crise, sur quoi pourrait déboucher cette crise sanitaire? En un mot. Déjà, non, on va commencer par les bonnes nouvelles. Si on regarde le scénario au niveau politique, moi je pense que face à la crise, la figure de Guaido a presque disparu. C'est même un absurde politique parce que c'est quelqu'un qui dit qu'il est président, mais qui passe à une crise de taille, est incapable de prendre une mesure. Et la figure de Maduro se fait plus importante et a plus de légitimité parce qu'il est en train de faire une bonne gestion face à la crise du coronavirus. Maintenant, par rapport à la situation économique politique, parce que les deux sont liés, en première place, l'effondrement des prix du pétrole pour le Venezuela, c'est absolument catastrophique parce que déjà, l'industrie pétrolière est bloquée par les États-Unis. Donc déjà, le prix de vente du pétrole vénézuélien est plus bas que le prix international parce qu'il y a des sanctions sur l'industrie du Venezuela et sur ceux qui achètent du pétrole vénézuélien. Donc le Venezuela est obligé de le vendre à un coût plus bas. Donc en ce moment, le prix de vente ne couvre pas le prix d'extraction du pétrole. Non? Et ça représente à peu près 90% des dollars qui entrent au Venezuela. Les États-Unis, à travers un éditorial du Washington Post, ont dit la seule façon pour que nous enlevions, entre guillemets, les sanctions qui sont en train d'étrangler l'industrie pétrolière du Venezuela, c'est que Maduro s'assied avec Guaido et qu'il convoque des élections présidentielles. Donc c'est un chantage dans une période de pandémie. Par rapport à ça, il y a la voix de Michelle Bachelet qui dit qu'il faut enlever les sanctions, de l'Union européenne qui dit qu'il faut enlever les sanctions, mais les États-Unis ne vont pas les enlever, ça c'est clair. Et en plus de ça, je pense qu'il voit que c'est un bon moment pour essayer de faire des actions de force, des actions militaires. Pourquoi? Mon hypothèse, c'est parce que nous sommes tous en train de parler de la pandémie, nous sommes tous en crise, il y a des états d'exception dans presque tous les pays, et donc tout le monde regarde un seul point. C'est une bonne opportunité pour essayer justement, face à un vide d'information, de faire un coup de force au Venezuela. Et en plus de ça, la situation des prix pétroliers met en crise l'industrie du fracking aux États-Unis, qui est la production qui a un coût très élevé. Donc les réserves au Venezuela sont très importantes pour les États-Unis. Donc face à cette crise, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de moment de négociation, sinon justement une nouvelle attaque qui maintenant est vraiment très préoccupante. Aujourd'hui, je parlais, si on voit la liste des gens auxquels les États-Unis ont mis un prix à la tête, le prix qui a été mis à Maduro est un des prix au monde. Et ça, c'est un feu vert pour faire des actions militaires qui peuvent être faites par des paramilitaires, par des mercenaires, par la DEA ou par qui que ce soit. Mais en tout cas, c'est une déclaration de guerre ouverte en temps de pandémie. Donc, il y a de quoi. Et je finis avec ça, justement, j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, que ça n'a pas eu énormément d'impact médiatique mondial, justement par rapport au fait que tout le monde est en train de faire face à la pandémie. J'espère que je me trompe par rapport à cette dernière partie. On en a un petit peu parlé, mais effectivement, l'attention des gens dans le monde entier est tournée sur la pandémie. Bon, je vous remercie. Merci à vous trois. Merci à Benjamin au Mexique. Merci à Eduardo à Quito, Équateur. Merci à Marco à Caracas, Venezuela. On reparlera bien entendu de la gestion de la pandémie du Covid-19 en Amérique latine. Pendant ce temps-là, lavez-vous les mains et surtout, lavez-vous l'esprit en nous suivant sur les réseaux sociaux, le blog www.romainmigus.info et à bientôt.